J'ai demandé à Eric Heyer de venir nous rejoindre. Bonjour Eric. Vous asseyez aussi? Oh, merci. Eric Heyer, économiste. Pour ceux qui écoutaient France Info hier, il a travaillé quasiment toute la journée dans un chat en répondant sur l'inflation. Très concret, très précis. On va rester concret. Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE et prof à Sciences Po. Si ça ne vous gêne pas, c'est de vos côtés prof qui m'intéresse aujourd'hui. Bonjour. Expliquez-nous, parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Première, on va parler d'inflation, évidemment. On va parler des pénuries. Sur l'inflation, comment se fait-il qu'on n'ait pas vu venir? Bonjour. Alors, peut-être que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avant la crise Covid, les 10 années avant la crise Covid, la question c'était comment on fait remonter l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation avait disparu. Vous voyez, les banques centrales ont un objectif de 2% d'inflation. On pourra discuter pourquoi 2%, mais vous voyez, son mandat, c'est d'être à 2% d'inflation. Et l'inflation, les 10 années avant la crise Covid, c'était 1. Donc elle n'était pas dans son mandat. Vous voyez, elle n'est pas dans son mandat quand l'inflation est à 3. Elle n'est pas dans son mandat quand l'inflation est à 1. Ces deux sont là. Et elle n'arrivait pas, malgré des politiques où elle injectait énormément de liquidités, elle n'arrivait pas à faire... Et puis boum, il y a eu le Covid. Et puis il y a le Covid. La Covid arrive, et la Covid, il faut rappeler, c'est à la fois un choc d'offres et un choc de demande. Alors, un choc d'offres, pourquoi? C'est même un double choc d'offres. Vous empêchez les gens d'aller travailler, d'accord, parce que vous les confinez à la maison, donc les entreprises ne peuvent pas travailler, ou en tout cas une partie est interrompue par un problème de main-d'œuvre. Et c'est aussi un choc d'offres d'approvisionnement, puisqu'on est dans la mondialisation, les chaînes de production s'arrêtent un peu partout, donc il vous manque des pièces. Donc un choc d'offres, mais aussi un choc de demande, parce que globalement, vous empêchez les consommateurs d'aller consommer librement. Et alors là, c'est intéressant en termes d'inflation. Quelle est la répercussion en termes d'inflation? Les prix. Ben oui, parce que vous voyez, quand vous avez un choc de demande, d'accord, normalement ça fait baisser les prix. Oui. Quand vous avez un choc d'offres, ça fait monter les prix. Là, vous avez les deux en même temps. Donc vous voyez, on se dit, mais donc première difficulté, quelle répercussion sur les prix? Alors, vous voyez, l'économie n'est pas une science exacte, mais tout de même, on commence à avoir quelques petites certitudes. C'est que quand vous avez un choc d'offres et un choc de demande concomitant, c'est d'abord les effets de la demande qui l'emportent. Oui. Et ensuite, petit à petit, c'est les effets de l'offre. Ça baisse et ensuite ça monte. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a observé. Les prix ont commencé à baisser, on ne se souvient pas bien, mais en 2020, les prix ont baissé. Exemple, le prix du baril était à 70 avant la crise, il descend à 20. Les prix baissent. Et puis, les chocs d'offres arrivent, ils remontent à 70. C'est vrai qu'en termes d'inflation, on se dit, passer de 20 à 70, c'est une énorme inflation. Mais finalement, en y réfléchissant bien, si on passe de 70 à 70, ça fait 0. Oui, il est à 80 aujourd'hui. Hein. Pardon? Il est à 80 ce matin. Oui, d'accord. Non, mais après, on verra. Mais donc, l'idée des banquiers centraux, c'était de dire, bon, on va avoir de l'inflation, ça va revenir, mais c'est pas grave. C'est un effet rattrapage. Vous voyez, c'est pour ça que dans un premier temps, les banquiers centraux, non, ne vous inquiétez pas. Oui, l'inflation va augmenter en 2021, mais ce n'est qu'un effet de rattrapage par rapport à 2020. OK. Donc ça, c'est l'effet un peu théorique attendu. Bon, de cet effet théorique, on s'est laissé dépasser par plusieurs événements. Premier événement, c'est que la demande en 2021, qui était censée repartir, est repartie beaucoup plus fortement qu'anticipé. En grande partie parce que les chefs d'entreprise, vous voyez, la stratégie avant la Covid, c'était d'avoir zéro stock. C'était ça la bonne gestion de ces stocks parce que ça coûtait trop cher. Oui, mais attention, zéro stock, quand on va passer de pandémie à pandémie, de problème d'approvisionnement à problème d'approvisionnement, c'est une stratégie risquée. Donc les chefs d'entreprise ont repris leur activité, mais la demande a été beaucoup plus forte de leur part parce qu'ils ont voulu restocker massivement pour faire face à un prochain événement qui allait survenir. Donc une demande plus forte qu'anticipée, l'inflation était plus forte qu'anticipée, premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a peut-être trop cru qu'on était sorti des problèmes de la pandémie, c'est-à-dire, vous voyez, dans les grands pays développés, maintenant, quand il y a... On disait tout va aller mieux. Le virus est là, mais on sait vivre avec le virus, on sait produire avec le virus, on sait consommer avec le virus, il n'y a pas trop de problèmes. Sauf que la Chine, ce n'est pas la même histoire. Et la Chine, eux, ont une stratégie zéro Covid, encore très dure, et quand le virus revient, là, ils ferment des pans entiers. Et bien entendu, fin 2021, le virus revient en Chine, il referme, on ne l'avait pas bien anticipé. Donc vous voyez, on est dans une demande qui repart plus fortement et une offre qui est plus durement impactée. L'inflation a été
aussi nettement supérieure. Mais jusque-là, les banquiers centraux ont dit, bon, allez, tout ça est encore que transitoire. Okay. Ça, c'est le premier choc, la Covid. Oui. Ça redémarre plus vite que prévu, c'est le truc récent. Deuxième choc, l'Ukraine. Ah oui, vous voyez, donc là, on était fin 2021, et puis début 2022, en février, la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, alors on peut dire que c'est que européen, parce que finalement, c'est la guerre d'abord sur le territoire européen, et par ailleurs, qui est dépendant du pétrole et du gaz russe, c'est essentiellement les Européens. Oui, mais sauf qu'on est très dépendant du pétrole et du gaz russe. Mais on est loin de l'inflation, quand même. Pardon ? C'est d'abord un problème d'énergie, non ? Et oui, alors, d'accord. Oui. Donc, dans un premier temps, c'est vrai que les quantités n'ont pas bougé. Donc on peut se dire, c'est pas grave, hein, il y a eu cette guerre, mais on continuait à avoir autant de gaz et de pétrole russe. Oui, alors là, il y a eu des anticipations, et donc il y a eu un peu de spéculation à ce moment-là, où on s'est dit, tiens, attention, on va aller durcir, parce que globalement, on va prendre des sanctions économiques contre la Russie, donc il y aura forcément en retour des problèmes d'approvisionnement. Donc là, il y a eu un peu d'anticipation, mais oui, là, effectivement, le gaz s'est envolé, etc. Donc ça, c'est un choc transitoire aussi, potentiellement, mais qui allait amplifier, en tout cas, l'inflation, et qui n'était pas anticipée, vous voyez, par les banques centrales. On ne peut pas leur en vouloir, vous voyez, très sincèrement, de ne pas avoir vu ce choc-là. Bon, ça c'est un élément. Un élément qui est indirect à cela, c'est que puisque ça se passe en Europe, on va être impacté plus fortement en Europe qu'aux États-Unis. Tiens, d'un coup, l'euro dévisse aussi par rapport au dollar. Donc, parce que les banques centrales ont augmenté plus vite les taux d'intérêt aux États-Unis qu'en Europe, mais aussi parce que l'incertitude en Europe est plus forte qu'aux États-Unis. Oui. Les investisseurs préfèrent acheter du dollar et donc le taux de change. Oui, mais vous voyez, quand vous perdez 20%, alors ça peut être une bonne nouvelle pour les exports à venir, oui. Mais dans un premier temps, vos importations explosent. Et donc là, ça fait un choc inflationniste aussi qui n'était pas très bien anticipé. Voyez, et donc, quand vous mettez bout à bout tout cela, ça vous fait une inflation qui est un peu incontrôlée. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, les banquiers centraux sont très clairs. Hein, d'accord ? C'est maintenant, on va lutter contre cette inflation. Alors, certains disent en retard. D'accord ? Bon, je pense qu'il faut quand même être modeste et aussi se dire que c'est difficile à anticiper. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est clair. Les banquiers centraux vont vouloir s'attaquer à l'inflation. La Banque centrale européenne a augmenté ses taux fortement. Oui. Hier, la Banque centrale... 25 points de 75 points. 75 points. Donc c'est énorme. Donc on passe même dans une politique monétaire restrictive. Et l'annonce d'hier du banquier central américain, c'est que ça va continuer. L'inflation tourne autour de 9%. Donc c'est intolérable. Donc ils ont accepté pendant longtemps, parce qu'ils ont dit, puisque l'inflation était très faible pendant 10 ans, on peut avoir 10 ans d'inflation un peu plus forte, mais pas aussi forte que cela. Donc oui, il y a effectivement les banquiers centraux qui vont s'y attaquer. Au point de vue PIB, quelle influence ? Oui, c'est la grande question. C'est que votre question, c'est est-ce que quand on augmente les taux d'intérêt, ça va faire casser la croissance ? Oui. Oui. Normalement, quand on augmente les taux d'intérêt, c'est même le souhait des banquiers centraux. Hein. C'est de dire, je vais casser l'inflation en ralentissant l'activité. Hein, oui. Et donc en augmentant les taux d'intérêt, c'est plus difficile pour s'endetter, donc c'est plus difficile pour investir, c'est plus difficile pour consommer, je vais ralentir, et c'est en ralentissant l'activité qu'il y aura moins de demande, et donc l'inflation devrait ralentir. Mais alors attention, hein, parce que le coût peut être très fort. Pourquoi ? Parce que, en gros, l'inflation aujourd'hui, si vous avez bien compris, c'est quand même en grande partie énergétique et alimentaire. Oui. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle un choc d'offres. Est-ce qu'aujourd'hui, en augmentant les taux d'intérêt, vous jouez si l'inflation est de deuxième tour, c'est-à-dire si c'est une inflation interne et pas externe, pas liée au prix des importations. Donc, attention, pour y arriver, le choc va être très violent. Et donc, il est possible qu'on arrive dans ce qu'on appelle la stagflation. Ce n'est pas très beau comme nom, mais c'est un mélange entre stagnation et inflation. C'est-à-dire que les banquiers centraux cassent la croissance, d'accord, et n'arrivent pas complètement à ramener l'inflation dans leur cible. Et ça serait plus dramatique. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Qui va payer tout ça ? Quelles conséquences pour moi ? C'est une bonne question. Alors peut-être même, avant de répondre à cette question, c'est qui a payé déjà la crise Covid ? Vous voyez, ça c'est intéressant parce qu'on va comprendre potentiellement les choix des gouvernements. Vous voyez, la crise Covid, c'était un choc quand même inouï. Hein, et il y a eu ce quoi qu'il en coûte. Oui. Mais vous voyez, si on fait le bilan aujourd'hui, pour la France,
La crise Covid a coûté 160 milliards à l'économie française. J'arrondis, on n'est plus à 2 milliards près. Hein. C'est beaucoup, c'est énorme, 160 milliards. D'accord. Bon, c'est un choc de quasiment 8 points de PIB, c'est énorme. Donc une perte de 160 milliards. Qui a perdu ces 160 milliards? D'accord. Avec le quoi qu'il en coûte, on se dit c'est les finances publiques. Oui. Alors effectivement, quand on regarde les bilans fournis par l'INSEE, les finances publiques ont perdu 160 milliards. J'arrondis, d'accord. Donc on se dit, tout va bien. Sauf que quand on regarde dans le détail, il y a les deux autres acteurs, ménages et entreprises. Les ménages ont gagné 40 milliards et les entreprises ont perdu 40 milliards. D'accord. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, on se dit, alors les ménages ont gagné 40 milliards. Donc globalement, on a maintenu le revenu des ménages. Oui, je n'ai pas perdu. Plutôt que de dire j'ai gagné, j'ai pas perdu. Mais, ok, je n'ai pas perdu pendant 2 ans. 40 milliards. Bon, il y a un petit résidu de 40 milliards, mais on m'a empêché d'aller consommer. Je n'ai pas consommé exactement tout ce que je voulais pendant cette période. Donc qu'est-ce qui s'est produit? Ce qu'on appelle une surépargne. C'est-à-dire que vous voyez, le taux d'épargne des Français est normalement à 15,5% du revenu. Là, on est monté nettement au-dessus et il y a 172 milliards de surépargne en France. Qui les a? Le livret A a fait le plus beau mois d'août depuis que ça existe. Oui. Donc ça, c'est ce que nous dit la Banque de France, d'accord? C'est-à-dire que sur des comptes courants, d'accord, et donc c'est assez liquide, c'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme de l'épargne, c'est-à-dire que je n'ai pas mis ça dans de l'immobilier, dans de l'assurance vie, donc dans des comptes liquides, il y a aux alentours de 170 milliards. Mais qui les détient? Pas tous les ménages. On ne peut pas dire... Tous les ménages sont plus riches aujourd'hui qu'avant la crise. Et bon, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Il y a le Conseil d'analyse économique qui essaie de nous aider. Et en gros, ce que l'on a de la première photographie, c'est que 3/4 de cette surépargne est concentrée dans les 20% les plus riches. D'accord. Donc attention, il y a des ménages qui ont désépargné, les ménages modestes, et des ménages qui ont suraccumulé de l'épargne. Et de l'autre côté, vous avez des entreprises qui ont perdu 40 milliards, mais, comme ça a été dit par la présentation, c'est sans compter les PGE, à peu près 135 milliards, de la dette fiscale et sociale. Donc pour l'instant, tout va bien. Enfin, tout va bien. Il y a même moins de faillites aujourd'hui qu'il y en avait avant la crise. D'accord. Donc, vous voyez, c'est Warren Buffett qui disait tant que la mer ne s'est pas retirée, on ne voit pas qui est nu. D'accord. Et qui nage sans maillot de bain. Mais peut-être que le jour où on rembourse les PGE et que tout, c'est là où potentiellement, la messe n'est pas encore terminée, c'est-à-dire qu'on verra peut-être des entreprises qui étaient en difficulté. Bon, c'est passé un peu inaperçu parce qu'il y avait des aides publiques. Le jour où ces aides publiques disparaissent, c'est là où on verra avant les faillites. Donc là, c'est déjà le bilan. Et donc là-dessus, on arrive une crise qui est une ponction de revenus de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est les importations qui augmentent aujourd'hui, c'est l'énergie, l'alimentaire. D'accord. Cette ponction, on l'évalue à 3 points de PIB. Donc on rajoute à cette crise 3 points de PIB. Un point de PIB, c'est 25 milliards. Donc, vous voyez le choc. OK. Donc qui va supporter cette perte? Parce que vous voyez, quand on dit il n'y aura pas de perdants, c'est faux. C'est la France et l'Europe qui perdent 3 points de PIB. Rentrons dans le détail. Qui va supporter? Alors, donc là aussi, il y a les 3 acteurs, il y a les ménages, les entreprises et l'État. Bon. Aujourd'hui, si on dit c'est aux ménages de supporter tout cela, parce que vous voyez, c'est comme ça. Okay. Donc là, 3 points de PIB, c'est beaucoup trop. Là, c'est crise sociale assurée et crise économique tout court, parce que c'est une ponction de pouvoir d'achat trop violente, la consommation s'effondre. Allez, on tombe dans une crise économique, crise sociale. Donc on ne veut pas. D'accord. Donc on se dit, tiens, est-ce que les entreprises peuvent aider en augmentant les salaires? Est-ce que les salaires pourraient être indexés sur les prix? Et comme ça, les ménages ne perdent pas en pouvoir d'achat. Si vous faites ça, mais il est évident que compte tenu de ce que je viens de dire, avec déjà les pertes de 40 milliards et des craintes sur certaines entreprises, si en plus vous rajoutez un choc de 3 points de PIB, là, les entreprises n'auront pas d'autre choix que de répercuter cette hausse de salaire et de coûts énergétiques dans les prix de vente, et on a ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. C'est-à-dire que l'inflation, là, aujourd'hui, elle est relativement maîtrisée, même si, vous voyez, 6%, c'est énorme. Mais, vous voyez, dans les années 60, fin des années 70, début des années 80, on frôlait les 20%. Donc, vous voyez, parce que les prix augmentent, les salaires augmentent, les prix augmentent, et donc les entreprises n'auraient pas d'autre choix et on serait dans cette boucle. Et là, c'est les banques centrales qui n'auraient pas d'autre choix que de faire ce qu'elles ont fait à la fin des années 70, début des années 80, d'augmenter très vite les taux d'intérêt, mais beaucoup plus vite. Là, c'est pas 1/4 de point ou 3/4 de point. Là, c'est les remonter potentiellement à 10-12%. Et là, ces crises assurées, on n'aura gagné que quelques années, mais une crise
à venir. Bon, Donc, on ne fait pas trop payer les ménages parce que sinon c'est gilets jaunes, crise sociale, tout le monde dans la rue. Est-ce qu'on fait payer les entreprises? Est-ce qu'il y a des aides? On parle du TRM ici. Oui. Il y a des aides ponctuelles Oui. sur le bouclier, sur les énergies par exemple. Ben oui, mais donc vous voyez, le rôle des États, c'est de dire, bon, et les États, parce qu'on n'a pas terminé, mais les États ne peuvent pas aujourd'hui reprendre tous 3 points de PIB. Non. Donc, mais ils peuvent aider. Alors, mais oui. Et donc l'idée, c'est le rôle des États. Dans les papiers d'Elisabeth Borne, mais oui, mais c'est de dire aujourd'hui, je ne veux pas la boucle prix-salaire, donc je ne veux pas que ça s'enclenche, d'accord, sinon c'est la catastrophe. Mais je ne peux pas aider non plus tout le monde, d'accord. Donc, ce que je vais faire, d'accord, c'est je vais aider certains ménages que j'appelle fragiles, mais là c'est compliqué les ménages fragiles. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas les ménages modestes, les ménages fragiles. C'est au-delà. Vous voyez, c'est pas, vous voyez une crise énergétique, le problème, c'est que c'est très inégalitaire, mais pas uniquement d'un point de vue du revenu. C'est-à-dire que ce n'est pas que les modestes qui la subissent. Vous voyez, à revenu identique, si vous êtes rural ou si vous êtes en centre-ville, c'est pas la même histoire. Si vous êtes un ménage âgé ou pas âgé, c'est pas la même histoire. Donc vous voyez, le portrait type du ménage qui est fragile, c'est un ménage modeste qui vit dans un milieu rural et qui est âgé. Bon voilà, donc c'est extrêmement compliqué à bien le déceler. Donc on aurait aimé qu'ils fassent de sur-mesure sur ces personnes-là, d'accord, et à dire à certains ménages qui peuvent se le permettre, de dire, toi, tu as surépargné 172 milliards, tu peux aller puiser dans en gros, on t'a aidé pendant la crise Covid parce qu'on n'a pas fait du sur-mesure, tu n'aurais pas dû bénéficier des aides, on te demande maintenant d'aller contribuer à cet effort qui est un effort de guerre. Hein. Encore rappelons, si les prix de l'énergie, du gaz et du pétrole ont augmenté, c'est en grande partie à cause de ce conflit. Je ne parle pas de technique, je ne parle pas politiquement, mais techniquement, c'est possible de cibler comme ça? Alors, c'est possible, mais ça a 2 inconvénients. Alors, le premier inconvénient, vous voyez, c'est que ce qui est intéressant quand vous ciblez pas et que vous faites des aides à tout le monde, c'est que globalement, ça entre, alors c'est un peu technique, hein, mais ça entre dans l'indice des prix à la consommation. C'est-à-dire que si vous faites une aide à tout le monde, ça fait baisser l'inflation. Oui. Et si ça fait baisser l'inflation, l'avantage, c'est que du coup, la spirale inflationniste est moins forte, puisque les négociations salariales ne commencent pas, comme partout en Europe, à 9%, mais commencent à 6%. Ah, mais c'est avantageux. Si on veut que les salaires ne progressent pas trop, il vaut mieux que les négociations commencent à 6 qu'à 9. Si vous faites du sur-mesure, vous voyez, comme là, le chèque qu'on va faire... Ça se voit moins. Ah, non, mais alors, c'est que ça ne va pas du tout se voir dans l'inflation. Et donc, du coup, vous comprenez que le bouclier ne sera pas le même. Et donc, les négociations salariales, peut-être que moi, je suis aidé par l'État, d'accord, mais par contre, l'inflation va être élevée. Et donc, avec mon employeur, je vais dire, non, mais attends, l'inflation est à 10, tu m'aides à 10. Et ton chef d'entreprise ne va pas dire, oui, mais attention, tu ne touches pas une petite aide par-ci, par-là, etc. Donc, du coup, si on veut... Vous voyez, c'était ça l'intérêt. L'inconvénient, c'est que ça coûte horriblement cher. Ça coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. Donc, la France a fait ce choix-là, qui au début était critiqué par des économistes, hein, dont je faisais partie, en disant mais faisons du sur-mesure, arrêtons de faire des aides, ça coûte trop cher. Mais on voit bien tout de même l'intérêt derrière de le faire et le risque, surtout de ne pas le faire, d'emballement de l'inflation sinon. La fameuse spirale. Et donc restent maintenant les entreprises. Vous voyez, et donc dans ces entreprises, donc on voit bien qu'il y a des ménages qui peuvent se permettre de supporter ce coût, d'autres non. Et du côté des entreprises, c'est pareil. Il y a des entreprises qui peuvent se permettre ou qui même ont potentiellement gagné avec cette crise. C'est ce qu'on appelle une rente de situation. Oui, j'y suis pour rien, mais le prix du gaz augmente. Moi, je suis gagnant. Ou le prix de l'électricité augmente, je suis gagnant. Vous voyez, donc je profite de la situation. Bon, voilà, la question, c'est de dire est-ce qu'on doit aider toutes les entreprises ou cibler sur des entreprises qui sont stratégiques ou des entreprises qui sont en grande difficulté, qui ne peuvent pas se le permettre, et se dire, est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui, aujourd'hui, pourraient aider à ce que le tissu productif ne soit pas complètement égratigné par cette nouvelle crise. On peut arrêter avec l'inflation? Je voudrais parler des pénuries, à moins que vous ayez... Non, mais allons-y. Ça va continuer longtemps, docteur? Enfin, professeur, pardon. Aujourd'hui, les gens qui sont ici, quand ils commandent un camion, ils ne l'auront pas avant 2023. Oui. Fin 2023. Alors vous voyez, quand on fait des prévisions aujourd'hui, il faut quand même rentrer un peu dans la technique, on essaye de prévoir non pas le prochain choc, on essaye de prévoir les répercussions des chocs derrière nous sur l'avenir. Oui. Donc vous voyez, ce qu'on est en train de faire, là, c'est de se dire, imaginons qu'il n'y ait pas de nouveaux chocs, comment les chocs passés
vont encore influencer les chocs à venir. Les seuls chocs qu'on essaie d'anticiper, c'est ce que vont faire les banquiers centraux, etc. Oui. Bon, mais pas ce que va faire Xi Jinping à l'issue du congrès du Parti communiste. S'il arrête son zéro Covid, ça aura de l'influence sur... Et alors, exactement. Bon, alors, donc maintenant, allons-y. Alors, les hypothèses que l'on fait sur l'approvisionnement. Alors, vous voyez, c'est inimaginable hein, quand même ce qui se passe sur l'approvisionnement. Vous voyez, on fait des indicateurs. Alors là, pour le coup, c'est la Fed américaine qui le fait. C'est-à-dire qu'ils essaient de calculer les problèmes d'approvisionnement dans le monde. Vous voyez, c'est sans être trop technique, mais généralement, les problèmes d'approvisionnement, c'est à 1 ou 2 écarts types de la normale. Alors, un écart type, 2 écarts types, c'est une mesure, d'accord. Là, aujourd'hui, on est à 5 écarts types. Donc, vous voyez, on est dans une crise qui est, allez, 3 fois supérieur à ce qu'on n'a jamais connu depuis que l'on fait ce type d'indicateur. Et il y a un peu de non-linéarité, c'est-à-dire quand je suis à un écart type de 5, c'est pas en fait 2 fois plus élevé qu'un écart type de 2,5, c'est très non-linéaire. C'est logarithmique. C'est-à-dire que c'est du jamais observé. Donc prévoir comment des chocs jamais observés vont se répercuter, vous voyez, c'est là où votre métier est passionnant. C'est passionnant, mais il pas. faut être très modeste. Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, le plus probable, quand on fait des simulations de ces indicateurs-là, et avec leur aide, c'est qu'on revienne à une situation normale fin 2023. Mais attention, revenir à une situation normale fin 2023, ça veut dire que entre aujourd'hui et fin 2023, il y aura encore des problèmes. Oui. Et donc, tous ces problèmes-là, les répercussions seront encore dans les années à venir. Donc, globalement, ce que l'on peut dire, c'est que ça va s'améliorer. D'accord ? Ça ne peut pas être pire, ça tombe bien. Bon, ok. Mais ça s'améliore assez rapidement. Hein. Vous voyez admettons, quand vous regardez le fret maritime, c'est incroyable. Alors, vous voyez, dans le transport, dans les services de transport, il y en a qui ont eu des difficultés dans le routier, mais dans le maritime, là, ils n'ont pas eu. Au contraire, ils ont fait des années gigantesques. Hein. Vous voyez, un container, un 40 tonnes, avant la crise, c'était $2000 le 40 tonnes, et c'est monté à 22 500 le 40 tonnes. Ok. Donc là, maintenant, ça revient à 5000. Alors, on peut dire 5000. Ça va. Mais par rapport à 2000, c'est quand même 2 fois plus. Mais par rapport à 22 000, c'est sûr que c'est moins. Mais c'est quand même des signaux que les problèmes, ça fait partie des signaux qui nous disent que c'est en train un peu de s'améliorer. Du côté chinois, il y a des améliorations. C'est-à-dire que, vous voyez, le congrès a été avancé du Parti communiste, le 20e congrès, il devait avoir lieu en novembre, il a lieu en octobre, ils l'ont devancé parce qu'ils veulent sortir la stratégie zéro Covid. Ils ne pouvaient pas le faire avant le congrès, c'était se dédire. Mais l'idée, c'est de passer un zéro Covid flexible. C'est-à-dire, en gros, globalement, OK, on va vivre avec le virus, nous aussi. Enfin, nous aussi, Chinois. Et donc, ça veut dire que, globalement, les problèmes d'approvisionnement, enfin, on ne va pas fermer des pans entiers comme on le faisait avant. Et donc, les problèmes ne vont pas s'accumuler. Mais on est en train de se dire, attention, est-ce qu'on va accumuler les problèmes? Non, ça va plutôt se détendre. Et il y a un grand ralentissement aussi, mondial, provoqué par les banques centrales. Vous voyez, quand vous avez moins de demandes, les problèmes d'approvisionnement vont être un peu moins forts. Donc, effectivement, on peut considérer que les problèmes d'approvisionnement aujourd'hui on a atteint le pic et on est même en train de décélérer, mais ça veut dire qu'attention, hein, tous les délais, ça veut dire courant 2023. Fin 2023. Fin 2023. Ouais. Imaginez, professeur, vous devenez transporteur. Allez. Il faut que je me transporte. Hein. Là, je vous rappelle que 88% des produits que vous avez, c'est grâce aux camions, grâce à vos camions, entre autres. Vous êtes régional. Moyenne des trajets, 150 km. 30 camions. Vous êtes optimiste? Vous avez vu les chiffres de la Banque de France. Vous avez toutes les données économiques globales en main. Alors, là, c'est une mission impossible quasiment. Mais bravo. Pourquoi je serais un peu... Enfin, en tout cas, c'est effectivement, j'aime bien le logo, on est vraiment au carrefour, et je pense que ça restera un acteur essentiel. Enfin, vous voyez, on peut réfléchir à d'autres façons, mais c'est incontournable. Et donc, du coup, il y a toujours un avenir quand on est incontournable. Peut-être que, c'est pas un conseil parce que ça serait prétentieux, mais je pense que, et ça sera en lien avec l'inflation, je pense que moi, ce que je vois de mon niveau, hein, en tout cas quand je discute beaucoup avec la Commission européenne, c'est-à-dire qu'on est auditionné ou de temps en temps on les auditionne au Haut Conseil, c'est que globalement, le monde est un peu en train de changer et l'Europe est en train de changer de stratégie en termes de prix et de stratégie low cost. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que nous disait la Commission européenne, c'était, à nous, France et même grands pays, c'était
essayons de faire des réformes pour faire baisser au maximum les prix, pour que les prix soient les plus bas possibles partout en Europe, pour que le pouvoir d'achat des ménages soit le plus élevé en Europe. D'accord. Et donc, c'était quoi? Il fallait réformer les marchés du travail pour qu'ils soient les plus flexibles possibles, pour que les salaires soient les plus bas. Il fallait aller dans les énergies pas chères, c'est-à-dire les énergies fossiles plutôt que les renouvelables. Il fallait donner du pouvoir de négociation plutôt aux distributeurs qu'aux producteurs pour justement avoir les prix les plus faibles possibles. Et il fallait que la concurrence soit libre et non faussée pour que les prix soient les plus bas. En gros, c'était ça la stratégie, et il fallait même délocaliser un maximum notre production si ça permettait d'avoir les prix les plus bas. Et ça change. Aujourd'hui, je vous assure, hein, quand on les... Dans la tête. Et dans même la dans le mentalité. discours. Et même dans le discours. Vous entendez le discours, y compris de von der Leyen, Ursula von der Leyen, la présidente, qui est plutôt... Bon, alors maintenant, il faut retrouver de la souveraineté industrielle, médicale, mais ça veut dire quoi, retrouver la souveraineté? Rapatrier une partie. Oui. Une partie Mais donc, payer. Oui, ça va être la conclusion. Oui. Mais il va falloir quand même rapatrier une partie. Mais oui, si vous rapatriez une partie de votre production, il va falloir un peu des transports aussi, hein, pour arriver à irriguer tous les centres. OK. Il va falloir aussi maintenant réfléchir au salaire des travailleurs de seconde ligne, des indépendants, etc., qu'on n'a pas assez revalorisé. Ça veut dire augmenter des salaires. D'accord. Et donc pas aller forcément vers une flexibilisation accrue du marché du travail. Tiens, il va falloir sortir des énergies fossiles pour aller aux renouvelables. Ah, tiens, mais tout ça, vous voyez, rapatrier de la production, augmenter les salaires, passer à l'énergie renouvelable. Et il faut maintenant réfléchir aux producteurs plus qu'aux distributeurs. Oui. Tout ça, ça va faire augmenter les prix, le niveau des prix. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, et il y a en plus dans tout cela, la transition écologique. Donc je pense que la Commission européenne est aujourd'hui sur le thème, bien sûr qu'il y aura autour de la concurrence, etc., mais que globalement, il faut accepter des prix plus élevés, avec des salaires plus élevés, et tout cela supporté aussi par le consommateur. Et donc je pense que ce qu'il ne faut pas manquer dans votre carrefour, c'est ce passage-là, le passage low cost. Et ça, alors ça va être très progressif, mais le passage low cost est plutôt le modèle ancien, et on va aller vers un modèle où finalement... Le vrai prix des vraies choses? Exactement. Ou peut-être c'est ça qu'on doit se dire, c'est que la décennie où il n'y avait pas d'inflation, il y avait deux anomalies, pas d'inflation et des niveaux qui étaient bas, c'est-à-dire qu'il y avait un niveau de prix qui était faible et il ne progressait pas. Ça, je pense que c'est du passé et que l'avenir, enfin en tout cas ce qui va se produire, c'est des prix plus élevés, une marge d'escalier, et avec une augmentation de ces prix à un niveau élevé, qui sera plus de 1%, mais plutôt à 2,5% chaque année. C'est comme ça qu'il faut essayer de réfléchir comment je me positionne. Je tente un parallèle, parce qu'on est tous consommateurs, et en particulier d'alimentaire. Ce qui se passe actuellement avec la loi Egalim, qui était payons vraiment le producteur et protégeons le producteur, on sait que le bio, ça va coûter plus cher, mais c'est le vrai prix des vraies choses. En gros, le panier alimentaire va augmenter parce que c'est le vrai prix. Il va se passer la même chose avec les commodités. Oui. Monsieur Pic, le président de la FNTR, dit en fait, nous, le transport, on est d'une commodité. Et donc, il n'y a pas de raison. Le fuel augmente, je fais payer plus cher aux chargeurs. Parce que le prix du low cost, ça va venir aussi chez les gens. Le consommateur, pour moi, qui achète des carottes plus chères, mais également pour le chargeur qui va payer son... Oui, alors ça ne se fera pas sans mal, et sans heurts, parce qu'il va falloir, encore une fois, il y a à la fois de la destruction créatrice, à la Schumpeter, mais aussi de perte de pouvoir d'achat, peut-être, potentiellement, pour le consommateur. Mais là où il faut vraiment être assez clair, c'est qu'on a parlé d'inflation, mais l'inflation, c'était l'inflation des prix à la consommation, quand je vais parler. Oui. Alors qu'il y a un autre type d'inflation qui est les prix à la production. Et aujourd'hui, vous voyez, si je regarde l'inflation mesurée par les prix à la production, ce n'est pas 6%, c'est plutôt... dans votre secteur, on est plutôt à 14%, ou à 24%, enfin, ça dépend si on fait du glissement, de quel glissement on parle, mais on est plutôt dans les 15 à 25%. Donc la question, c'est comment, à un moment, cette inflation de production, je les mets dans les prix à la consommation. Et c'est ça, les effets sur les marges. Et donc ça, il y a un moment donné, si on tire trop sur je veux limiter l'inflation à la consommation, et donc mon inflation à la production, je les mets sur mes marges, c'est moins d'investissement, c'est moins de qualité finalement. Et donc là, je pense que c'est
on comprend, vu la concurrence, qu'on le fasse, mais je pense que l'idée du low-cost, c'est justement essayer de sortir petit à petit de cette stratégie de rogner ses marges. Et donc, vous voyez, les marges d'aujourd'hui, c'est ce que disait un chancelier allemand, c'est aussi l'investissement de demain et les emplois d'après-demain. Donc ça, je pense qu'il faudrait remettre un peu cette maxime en tête pour essayer d'arriver vers, des prix plus chers. Ça, d'accord, des niveaux de prix plus chers, mais donc ça veut dire aussi des niveaux de salaire qui vont aussi devoir s'ajuster à ce niveau des prix. Alors l'idée, c'est de le lisser dans le temps, d'utiliser des primes à très court terme, vous voyez, parce qu'effectivement, il vaut mieux aujourd'hui augmenter par des primes que par des salaires, puisque les primes, vous pouvez les supprimer l'année suivante. Les salaires, une fois que vous avez augmenté les salaires, c'est très compliqué. Vous allez dire ça au syndicat. De les baisser. Non, mais je sais bien. Non, mais c'est compliqué. Mais parce que je peux me tromper. Vous voyez, quand je vous ai dit que les prix, il y a un phénomène de marge d'escalier et qu'ils ne reviendront pas au niveau d'avant-crise, imaginons que je me trompe, d'accord ? Si vous avez augmenté vos salaires, là, vous avez perdu. Donc, du coup, peut-être que le plus prudent, c'est de se dire, bien sûr, qu'il va falloir augmenter les salaires un jour, parce que le plus probable, c'est que les prix soient plus élevés, et que transitoirement, je le fasse par des primes. Alors, monsieur le transporteur, chef d'entreprise, j'adore votre optimisme. J'ai pas mon permis encore. Vous dites, on revient à la normale. Fin 2023, oui. Dans la tête, fin de la stratégie low cost. Oui, mais les énergies. Vous avez acheté des camions au gaz. Ils ne roulent pas. Aujourd'hui, ils ne roulent pas. Oui. C'était et évident. demain. Oui, d'accord. Aujourd'hui, ils ne roulent pas, ça coûte 5 fois plus cher. Faut pas les faire rouler. Bien falloir mais demain. Non, mais vous prenez quoi là? Donnez-moi les tuyaux. Ah non, mais alors, j'ai des vous tuyaux prenez d'échappement. Du baissant, du gazole Non, mais ok. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de pétrole, de gaz. Il faut parler de l'électricité. Oui. Le problème, alors ça peut être que transitoire aussi, mais aujourd'hui, en France, c'est un problème plutôt d'électricité. Ah oui, alors après, bien sûr, on a un problème de gaz parce que le prix du gaz. Alors, vous voyez, je pense que la Commission européenne, puisque ça, c'est un problème européen, on ne peut pas s'en sortir seul. L'Europe a décidé, par von der Leyen, enfin, en tout cas, va proposer de caper. Donc de caper à 200 euros le mégawattheure. Ouais. Alors c'est déjà énorme, oui. D'accord. Mais vous voyez, ils se vendent à 2000. ils sont à 400, 500. Donc d'accord, mais donc ça veut dire que bon, voilà, ça risque d'un peu baisser. Mais ensuite, bien entendu, mais ça va être ça toute la transition vers le sortie du low cost ou vers la transition écologique. C'est que oui, ça va coûter cher. Et ça, il faut arrêter de se mentir. Ça va coûter cher. La question, c'est de se dire comment l'État peut compenser cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on vit, ce n'est pas une taxe carbone. Une taxe carbone, l'intérêt d'une taxe carbone, c'est que les recettes... Elles vont à la décarbonation. Non, mais les recettes, elles vont à l'État. Et après, l'État peut en faire quelque chose. Là, aujourd'hui, c'est une ponction. Aujourd'hui, on paye plus cher, mais ce n'est pas l'État qui récupère beaucoup plus, un tout petit peu, mais ce n'est pas beaucoup plus, c'est plutôt l'étranger. Et donc ça, c'est une ponction. Donc ce n'est pas une taxe carbone. Mais on va être après dans les mêmes phénomènes. C'est-à-dire que le prix du pétrole, du gaz, enfin des énergies fossiles, va être élevé et va continuer à être élevé. Et donc, mais plus tard, ça sera par des taxes. Et les taxes, c'est l'État qui les récupère et qui l'État doit ensuite les redistribuer à des acteurs qui sont vertueux, qui ont investi dans le gaz. Des taxes plus ciblées, donc plus ponctuelles, plutôt qu'une. Non, ça peut être une taxe carbone, c'est-à-dire globale quand même. Tout le monde touche, même le consommateur, mais les recettes ensuite vont à l'État et l'État le redistribue à certains acteurs qui ont joué le jeu. Et si on vous dit, prends plutôt le GNV parce que voilà, ça émet beaucoup moins de CO2, d'accord ? Eh bien, ok, là le prix est au-dessus, je te rétrocède une grande partie de cet acte. Donc il va falloir faire très attention à ce que le gouvernement utilise bien ces recettes de taxation et que ça ne soit pas mis pour une autre politique économique, que ça soit bien redistribué sur les personnes qui ont fait la transition. On va avoir et des taxes carbone, ça c'est évident, et des taxes carbone aux frontières. Von der Leyen nous l'a aussi assuré. Aux frontières de l'Europe, hein. Aux frontières de l'Europe, pour que justement la compétitivité des entreprises européennes par rapport aux chinoises ou par rapport à des pays qui sont en dehors de l'Europe ne soit pas trop imprégnée. C'est très anxiogène. Il va falloir surveiller cela de très près, c'est-à-dire que c'est facile de faire une taxe, de les prélever, mais après il faudra dire qu'est-ce que l'on en fait. Ce n'est pas fait pour réduire les déficits. D'accord, ces taxes-là. C'est fait pour aider les entreprises à renouveler leur flotte, à renouveler leurs équipements et à faire que globalement, on arrive à croître sans émettre de CO2
c'est-à-dire sans qu'il y ait la catastrophe qui nous est annoncée. Hein. Ça, je pense qu'il faut être très clair. La catastrophe annoncée, c'est bien l'impact du réchauffement climatique sur on n'oublie pas. Les pays du Sud. Hein. Et donc, oui. en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas nous qui allons être impactés directement sur notre croissance, mais c'est les flux migratoires qui vont être massifs. Oui, en attendant, c'est le bordel. En attendant, bien entendu. Essayez de faire le plein chez AS24 dans le nord de la France, c'est impossible. Il y a tous les Belges qui viennent. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas. Et attendez, même juste sur les taxes. Si vous voyez Borne cet après-midi, je crois. Vous avez son 06. Dites-lui dans les taxes ciblées, les gens qui ont acheté des camions gaz. C'est sûr. Il y a un type formidable dans la salle, il s'appelle Nourdine. Ces camions, ils s'arrêtent. Non, mais bien entendu, au prix du gaz. Et il ne sait pas si demain il pourra les faire rouler, parce que même si, est-ce qu'il y aura du gaz? Et vous avez investi dans un véhicule électrique, vous n'êtes pas beaucoup mieux entre nous. Donc, il y en a un très beau sur le parvis. Vous l'avez vu? Mais c'est là où il faut, me semble-t-il, mais c'est compliqué, hein, mais il faut garder quand même l'objectif de long terme et se dire, la route est difficile, la route est sinueuse et difficile, mais il faut justement aider dans le court terme, d'accord, même si ça coûte de l'argent au public, pour arriver à ce long terme. Et il faut sauver le tissu productif, bien entendu. Je ne crois pas, moi, à la décroissance, d'accord, pour y arriver. Donc ça veut dire qu'il faut de la croissance qui émette moins de CO2. Ça, c'est inévitable. Donc ça passera par toutes ces initiatives qui aujourd'hui coûtent horriblement cher, qui en plus sont impactées par des prix d'électricité, du gaz qui étaient imprévisibles il y a 2 ans quand on s'est lancé dans ces choix. Et donc c'est bien entendu à l'État à compenser cela. Merci. Après. On a fait un peu plus court que prévu. Merci d'avoir été concis. Vous restez avec nous. On a besoin de vous quasiment toute la matinée. On va continuer dans l'économie, une économie encore plus concrète, plus pratique, avec une DRH, on parlera recrutement, on parlera formation. Mais avant d'accueillir les nouveaux invités sur scène, petit micro-trottoir. Des questions très simples qui ont été posées, toutes bêtes. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Imaginez le camion. Ce ne sont pas des conducteurs qui ont été... C'est des gens dans la rue. Regardez, Magnéto. Ça va? Vous n'avez pas censuré? Un monde sans camion? Ça, ce serait compliqué un petit peu quand même. Eh ben, on galérerait pour tout, pour nos colis, pour notre alimentation, pour tout. On galérerait sur tout. Donc c'est dur à imaginer, ouais. C'est dur à imaginer. On serait dans la merde. Hein. On a aussi besoin des camions et des poids lourds, mais effectivement, ce serait imaginable peut-être sur un futur très lointain. Sans camion, en fait, comment on transporte les trucs? Les colis. Il y a trop de choses qui vont pas. Non, je pense que c'est pas bien. Un monde sans camion, ouais, je pense que c'est pas bien. Déjà, on ne pourra plus manger, puisque c'est eux qui font la livraison de tout ce qui est alimentaire, tout ce qu'on a besoin. Donc, on n'aura plus de vie. Un monde peut-être moins pollué, mais d'un autre côté, si on devait retirer les camions de la circulation, il faudrait bien trouver une autre façon de transporter tout ce que eux transportent. L'économie, enfin le marché ne tournerait pas comme d'habitude, parce qu'on a besoin de camions pour que les magasins soient fournis en produits et tout ça. Pas d'énergie, pas d'essence, moins de pollution. Mais un monde différent, pas de confort tel qu'on le connaît et pas de salaire pour ceux qui travaillent. Je ne pense pas que c'est vraiment possible. Si on pense à projeter dans 10 ans ou même 20 ans, je pense que les camions seront toujours là. Ça va voler. Ils vont voler les camions. Des camions qui produisent de l'énergie au lieu d'en consommer. Déjà, ce serait un camion qui serait plus écologique parce que ça consomme énormément d'essence et autres. Ce serait peut-être un camion qui se conduit tout seul. Comme ça, il n'y aurait pas d'accident à cause de la fatigue ou je suppose que du coup, ce serait un truc autonome. Avec plus d'énergie renouvelable ou l'électricité, de garder cette énergie dans le camion, en plus de tout ce qu'il transporte, donc peut-être penser à les agrandir. Est-ce que je serais prêt à travailler dans le transport routier? Non.
Ça dépend si c'est pas trop physique, quoi. Ça, par contre, c'est un métier difficile mais nécessaire. Mais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Transport routier, pourquoi pas. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Je conduis une moto déjà, à mon âge. Donc pourquoi pas un camion? Pourquoi pas, oui. Parce que c'est un secteur qui, pour moi, se renouvelle et on aura toujours besoin des transports routiers. Donc c'est quelque chose qui a de l'avenir, je trouve. J'ai pas les compétences pour, j'ai pas le permis. Donc non, mais en soi, ce serait un monde qui m'intéresserait si je devais me réorienter, je pense. Non, parce que je suis bientôt à la retraite. Donc j'attends impatiemment là. Je pars changer. Je pense pas que ce serait un métier pour moi, mais je les admire vraiment.